C'est pas facile de lancer la caméra et de se dire: «Bon tiens, je vais leur expliquer comment mon club préféré vient de se faire crucifier à la dernière seconde par Aston Villa, mais je vais le faire quand même parce que cette rencontre de Premier League entre Aston Villa et Arsenal mérite d'être analysée tant elle a été intéressante et pleine de rebondissements». Les Villains, en s'imposant à domicile à la dernière seconde sur un but d'Emi Buendia, reviennent à 3 points des Gunners et deviennent un candidat crédible dans la course au titre de la Premier League. Cette course au titre est complètement relancée. On va attendre les résultats de Manchester City, de Chelsea ce week-end, même de Crystal Palace. Mais en tout cas, Arsenal vient de réaliser son premier vrai faux pas de la saison. Et ce faux pas, il a été forcé par une magnifique équipe d'Aston Villa, orchestrée d'une main de maître par Unai Emery. C'était le choc de cette 15e journée de Première Ligue et il ne nous a clairement pas déçus. Aston Villa en pleine bourre dernièrement, après un début de saison très compliqué, qui est passé de la 18e à la 2e place actuellement au moment où je tourne cette vidéo, accueillait le leader incontesté ces derniers temps, Arsenal, dans un match au sommet. Emery contre Arteta, le prédécesseur contre le successeur, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, tant le match a été beau à voir en tant que spectateur, intéressant à observer tactiquement et avec un scénario dantesque, bien sûr, qui m'a évidemment crevé le cœur en toute fin de rencontre en tant que fan d'Arsenal. Ne vous inquiétez pas, je vais garder mon objectivité et je vais d'abord me pencher sur la très belle performance d'Aston Villa et les très bons choix d'Unai Emery sur cette rencontre. On sait comment fonctionne Unai Emery et l'entraîneur basque ne nous a pas surpris avec son 11, des latéraux protagonistes avec Cash et Madsen, un milieu de terrain avec en quelque sorte 5 vrais milieux et pas d'ailiers sur la pelouse, avec les choix de McGinn et de Rogers en tant qu'ailier entre guillemets, qui entouraient Tillmans avec derrière eux un double pivot Onana Camara, une composition d'équipe très intéressante pour contrer Arsenal, une composition d'équipe aussi capable d'interchanger énormément. On le voit sur la position moyenne des joueurs, on a l'impression qu'ils sont un peu tous les uns sur les autres. C'est parce que certains faisaient les appels à la place d'autres tout au long des attaques d'Aston Villa. En pointe, Oli Watkins, un attaquant besogneux, capable de faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'appels, qui ne compte pas ses courses au pressing. Un attaquant qui est en manque de confiance cette saison, même s'il a mis un doublé cette semaine contre Brighton. Et donc, ce 11 très intéressant sur le papier d'Unai Emery a clairement fonctionné, puisque c'est Aston Villa qui réalise la meilleure entame de match, et parce que les Villains, sur l'ensemble de la rencontre, méritent leur succès contre les Gunners, tout simplement. Et en plus, Unai Emery ne s'est pas arrêté à proposer un bon 11, il a aussi proposé de bons ajustements. On va y venir tout au fil de la rencontre. Cette composition d'équipe, avec une majorité de joueurs capables de gratter des ballons hauts sur le terrain, a très bien fonctionné pour Aston Villa, puisque quand les Villains récupéraient le ballon haut sur la pelouse, ça allait ensuite très vite. On avait beaucoup de joueurs habitués à jouer dans les petits espaces qui ont du coup réussi totalement à prendre à revers Arsenal, une défense d'Arsenal qui était expérimentale en plus, et donc il y avait de la place dans le dos, il y avait des automatismes qui n'étaient pas là du côté des Gunners, et les Villains en ont totalement profité sur cette rencontre. Bon nombre d'occasions ont été créées par ces récupérations hautes. Ensuite, dans le match, Aston Villa a quand même reculé peu à peu face à la qualité technique des Gunners. La deuxième moitié de la seconde période est plutôt à l'avantage d'Arsenal, mais contre le cours du jeu, un petit peu en tout cas contre le cours de cette période, de ce moment du match, Aston Villa a su trouver la faille avec une phase de possession haute comme ils ont rarement eu en première période. Potores qui a tout le temps du monde pour ajuster le centre qu'il a envie d'ajuster. Et du coup, il centre, il trouve une bonne zone. Au final, le ballon est dévié, envoyé au second poteau. Et là, Matikash envoie une magnifique reprise de volée. Il n'est pas du tout suivi par Eberechi Eze, par Calafiori sur l'action. Et donc Matikash délivre les Villains totalement, fait exploser Villa Park. 1-0 pour Aston Villa. C'est logique au vu des occasions que les Villains se sont créées dans la rencontre. Et surtout, ça fait peur parce que Arsenal n'avait pas montré grand-chose auparavant, même si l'équipe de Mikel Arteta s'était mis à maîtriser de mieux en mieux son sujet. Je trouve qu'on a clairement assisté à une rencontre en 3 temps pour Aston Villa. Il y a d'abord cette entame de match où les Villains sont à 0-0, tentent parfois d'aller chercher les Gunners, parfois de se regrouper aussi défensivement face à la supériorité technique par moment d'Arsenal. Ensuite, il y a une deuxième phase qui s'entame au moment où Aston Villa ouvre le score. Évidemment, les Villains se mettent à reculer un petit peu plus, à défendre un petit peu plus. C'est comme ça qu'ils encaissent en début de seconde période un but et où ils ont beaucoup de mal d'ailleurs hein, en début de seconde période. Et enfin, Unai Emery, par ses changements, par ses consignes aussi, a réussi à donner un second souffle à son équipe qui a un partout, s'est remis à attaquer et remis à y croire. C'est assez rare pour le souligner, puisque contre Arsenal, les équipes qui ont un résultat dans la poche, que ce soit une victoire à 1-0 ou que ce soit un match nul au moment où le match était à un partout, lorsque les équipes elles ont des points dans la poche contre Arsenal, elles se mettent irrémédiablement à reculer et parfois elles encaissent en fin de match. C'est arrivé souvent contre les Gunners cette saison, je pense notamment à Newcastle un petit peu plus tôt dans la saison. Et pourtant là, contrairement à ces équipes-là, Aston Villa s'est mis à attaquer à nouveau, a été chercher la victoire. Et c'est au bout du temps additionnel qu'Emi Buendia
libère les siens. On peut clairement féliciter les joueurs comme Unai Emery d'avoir continué à y croire, continué à le vouloir contre cet Arsenal qui n'était clairement pas au niveau aujourd'hui, avec une défense expérimentale certes, mais contre une équipe qui était quand même leader incontesté de Première Ligue et que tu bats une équipe qui n'avait pas perdu depuis le 31 août. Le premier buteur de ce match, Matty Cash, mérite des éloges après sa performance. Alors bien sûr, il y a son but, il y a eu aussi plusieurs occasions de sa part, en étant ce joueur qui arrive tard au second poteau, avec un peu de chance en plus d'avoir Eberechieze et Calafiori qui sont complètement ailleurs sur le marquage sur lui. De l'autre côté du terrain, il a été excellent en première période sur le même Eberechieze en l'empêchant de passer systématiquement. On l'a pas vu de la première période et c'est aussi grâce au travail défensif de l'international naturalisé polonais. En seconde période, c'était un tout petit peu plus compliqué pour Matsikash, je trouve, à partir de l'entrée de Trossard. Trossard est un joueur qui était très proche de la surface. Matsikash ne l'a pas toujours suivi. Par exemple, sur le but d'Arsenal, pour le coup, on peut le compter comme étant un petit peu fautif. En tout cas, dans la logique des choses, c'est à lui d'intervenir sur cette action-là, mais c'est pas très grave et ça n'enlève en rien la très belle performance de Matsikash. Son pendant, de l'autre côté du terrain, Madsen, a lui aussi été très bon. Il a enchaîné les efforts, les courses sur son côté avec, sans ballon, a été très important aussi pour apporter de la largeur dans ce système d'Aston Villa avec beaucoup de joueurs qui sont de formation, des joueurs d'axe comme Rogers, comme McGinn, qui servaient un petit peu d'ailier aujourd'hui. Et donc, les deux latéraux étaient très importants pour le succès de cette tactique d'Unai Emery qui a très très bien marché contre Arsenal. Il y a un autre joueur qui a multiplié les courses dans cette rencontre, c'est Oli Watkins. L'attaquant est en grand manque de confiance cette saison puisqu'il était à un but en 19 matchs avant son doublé contre Brighton cette semaine. Et aujourd'hui, on a plutôt vu le joueur en manque de confiance que le joueur qui était revigoré par son doublé face au but. Parce que pour le coup, Watkins s'est créé de très belles opportunités de frappe et de très belles manières en plus. Mais par contre, clairement, on a senti un manque de confiance, le manque de ce petit quelque chose qui faisait qu'il enchaînait les buts les saisons précédentes et que ce n'est pas le cas cette année. Raya a aussi fait un très bon travail sur ses frappes. Mais en tout cas, c'est dommage pour Lit Watkins. Mais c'est pas grave puisque bah, quand Emery se rend compte que Watkins ne va pas marquer, il fait rentrer Daniel Malen. Ce dernier a apporté la même chose. Beaucoup de courses excellentes, beaucoup aussi de très bons appels, de très bonnes positions de frappe, mais pas de but non plus pour Daniel Malen, même s'il a fait une bonne entrée. Mais la clé de ce match, ce ne sont pas les buteurs côté Aston Villa, mais c'est clairement ce milieu à 5 aligné par Unai Emery. Milieu à 5, c'est l'expression qu'on entend assez rarement dans le football pour le coup, mais je pense que ça fait sens de l'utiliser aujourd'hui quand on regarde le positionnement moyen des joueurs d'Aston Villa qui jouaient dans ce milieu à 5 et quand on regarde tout simplement sur le papier ce que ça a donné sur le match. 5 milieux de terrain, clairement, de formation avec Rogers, avec McGinn, avec Tillmans, avec Onana, avec Camara. Onana avait pour rôle de rester plus bas et de marquer à la culotte Martin Odegaard, qui était le joueur le plus dangereux côté Arsenal. Et ensuite, les autres joueurs avaient une vraie liberté dans leur manière de jouer, d'attaquer, de parfois même aller dédoubler, de prendre la place aussi d'un autre coéquipier dans sa zone. Ça a extrêmement bien fonctionné de la part d'Unai Emery. Ça a très bien fonctionné au pressing pour gratter des ballons, puisque ce sont des joueurs qui sont tous capables de récupérer, capables même de jouer milieu récupérateur ou milieu relayeur sur un terrain de foot. Et donc ça a été très intéressant, cette proposition de la part d'Unai Emery, qui en plus en fin de match avait le loisir de faire entrer des joueurs un petit peu plus créatifs, un peu plus virevoltants, avec Sancho, avec aussi Emi Buendia. Dans ce milieu de terrain, j'ai envie de faire sortir trois noms. Déjà celui d'Onana qui a sans doute été le moins en vue. Alors c'est celui qui était le plus défensif, qui avait le rôle le plus bâtard puisqu'il devait garder Odegaard. Et je trouve qu'il ne l'a pas très bien fait, surtout en seconde période. On a trop vu le Norvégien. Il n'était pas assez présent physiquement, notamment puisqu'on sait qu'Onana est un joueur qui est très puissant, qui est capable pour le coup de gratter, de ratisser des ballons, notamment dans les pieds d'Odegaard. Et on l'a vu se faire avoir beaucoup trop de fois de la part du Norvégien, surtout sur cette première moitié de la seconde période. C'est dommage. Et à contrario, j'ai deux noms que j'ai envie de retenir et retirer positivement de ce milieu de terrain. C'est d'abord Boubacar Kamara qui a été absolument exceptionnel tout au long de la rencontre. Il avait marqué un but exceptionnel le week-end dernier et là il enchaîne avec une nouvelle très belle performance face au leader de Première Ligue, Boubacar Kamara, qui mérite clairement, je pense, d'être appelé en équipe de France au vu des performances qu'il délivre semaine après semaine, week-end après week-end en Première Ligue. C'est un excellent milieu de terrain dans ce double pivot avec Onana. Il brille clairement par sa technique, aussi par sa qualité de récupérateur. Et l'autre nom que j'ai envie de mentionner, c'est évidemment Rogers, qui brille lui aussi techniquement. Il est capable d'assumer, grâce à sa qualité technique, ce rôle d'ailier. Et c'est ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il a toutes les qualités d'un relayeur. Il peut tout faire comme un numéro 8 sur le terrain, mais il est positionné plus haut et dans une zone un petit peu plus large, plus à l'écart sur le terrain. Et ça montre à quel point techniquement il est aussi juste. Et ça, c'est extrêmement fort de sa part. Et c'est peut-être lui, finalement, mon homme du match sur cette rencontre. Il y a gros débat. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match sur ce match, parce que pour le coup, je trouve qu'il y a gros débat entre Matty Cash, Camara, Rogers, même Emiliano Martinez, également le gardien d'Aston Villa qui a fait 7 parades sur cette rencontre et qui n'a pas gardé de clean sheet certes, mais qui a réalisé un très grand match et qui permet aussi à Aston Villa de
renouer avec le succès contre Arsenal. Du côté des Gunners, Mikel Arteta a eu la main forcée par ses nombreuses absences en défense, puisque Mosquera cette semaine s'est rajouté à la longue liste d'absents en défense centrale, puisque et Saliba et Gabriel ne sont toujours pas de retour. Et donc, évidemment, défense expérimentale, défense inédite pour Mikel Arteta avec Ben White à droite, une charnière Timber, Incapié et Ricardo Calafori en tant qu'arrière gauche. Une défense qui n'a pas répondu aux attentes de l'entraîneur basque, c'est clair. Une défense qui a été aux abois par moments, notamment les latéraux, même par phase Incapié, Timber, on sent qu'il n'est pas habitué non plus à jouer défenseur central. Ça n'a pas marché, mais Mikel Arteta n'avait pas le choix, donc je ne vais pas lui en vouloir sur la prestation défensive des Gunners. Par contre, on peut clairement lui en vouloir sur le manque de qualité de sa préparation de la rencontre. Le choix d'avoir mis Emerino et Eze, c'était un mauvais choix puisque personne ne prenait la profondeur. Côté Arsenal, on sait que Odegaard, et on l'a vu dès l'entrée de Trossard et de Gyökeres en seconde période, c'est un joueur qui est parfait à la passe et qui a toutes les qualités pour lire des appels et pour servir des appels. Seulement en première période, il n'y avait aucun de ces appels avec Eze qui est un joueur qui demande la balle dans les pieds, Saka qui est un joueur qui demande la balle dans les pieds et Merino qui est un joueur qui demande la balle dans les pieds. Et ça a posé un gros problème du côté d'Arsenal. L'animation offensive était clairement beaucoup trop stérile sur la première mi-temps. Arteta a réagi et a bien réagi en sortant Eze et Merino à la mi-temps pour Gyökeres et Trossard. Ça a fonctionné avec un but du Belge directement dès le début de la seconde période et surtout beaucoup plus d'occasions, aussi beaucoup plus d'espace pour Odegaard. Parce que si ton numéro 9, il tient deux défenseurs centraux autour de lui, et ben ça veut dire que le milieu de terrain, une fois qu'il a éliminé son vis-à-vis, il a un espace pour frapper. Et c'est là où on a vu Odegaard avoir des occasions de but, tout simplement, sur la seconde période, et réaliser une bien meilleure prestation avec plus de temps à la passe. On a vu aussi Rice briller un petit peu plus offensivement en seconde période grâce à la présence de Gyökeres, même si ce dernier n'a pas fait une grande performance. Sa présence en tant que vrai numéro 9 et en tant que vraie menace a plus apporté sur cette rencontre que celle de Mikel Merino, c'est clair. À droite, il y avait Saka qui a fait ce qu'il a pu, comme souvent. Ben White derrière lui est très peu monté, donc Saka était tout seul, en un contre 2, parfois en un contre 3. Il a fait ce qu'il a pu. Il est quand même l'auteur d'une passe décisive. Je ne sais pas si elle lui a été créditée par la première ligue, mais en tout cas, c'est lui qui centre sur l'action du but de Leandro Trossard. Et plus globalement, Saka a quand même fait son match. Pour le coup, il y a toujours ce petit bémol à la finition. Il a du mal à marquer dernièrement, je trouve, Bukayo Saka. Même s'il a marqué ce week-end contre Brentford, pareil, il a encore une fois eu de la chance que le gardien de Brentford se trouve un petit peu sur sa finition. Je trouve que Saka a du mal à marquer dernièrement. C'est dommage parce que c'est tout ce qui manque à son jeu. Il est toujours aussi excellent pour faire des différences, pour frapper les coups de pied arrêtés, pour centrer et pour jouer en équipe. Je trouve qu'aussi Timber lui manque sur ce match-là parce que bien sûr, avoir Timber en tant que latéral et pas Ben White, ça aurait beaucoup plus aidé Bukayo Saka. Ben White qui a fait un très mauvais match en tant qu'arrière droit. Je pense que de l'autre côté, Calafiori en tant qu'arrière gauche, c'est pareil. Toute la défense d'Arsenal n'a pas été au niveau ce soir. Pourtant, Ben White et Calafiori ont joué entre guillemets à leur poste. On sait que c'est des centraux de formation, mais qui jouent latéraux sous Mikel Arteta. Ils n'ont pas brillé. En défense centrale, Timber n'a pas brillé non plus. Alors lui, il a la pour circonstance atténuante le fait d'avoir joué central, alors que c'est clairement pas son habitude. Il n'avait jamais joué central, je pense, à Arsenal, sauf peut-être sur des bouts de match, mais en tout cas, dans le 11 de départ, j'en ai pas le souvenir. À côté de lui, il y avait Hincapié. Pareil, on ne voit pas en Hincapié, je trouve, les qualités de patron de défense qu'on avait pu voir du côté de Leverkusen. Et donc, c'est très dommage. Et toute cette bande a finalement été sauvée par un excellent David Raya, encore une fois, très très bon sur sa ligne. Alors, il a réussi à retarder l'échéance jusqu'au bout du match. Et finalement, il a pris un but où il ne peut rien, c'est imparable, alors qu'il avait encore sorti une parade exceptionnelle juste avant le but d'Emi Buendia. C'est dommage pour David Raya qui avait sorti un gros match, qui aurait peut-être été l'homme de ce match, je trouve. Mais là, pour le coup, avec la défaite, on ne peut pas lui donner ce trophée-là. Au milieu de terrain, chez Arsenal, pareil, ça a été compliqué, très compliqué pour Zubimendi qui est trop discret, trop automatique. C'est beaucoup plus compliqué que sur le début de saison, je trouve, pour le Basque. Il va falloir qu'il y ait une remise en question, peut-être un petit passage sur le banc ou une manière de réinventer un petit peu ce que Mikel Arteta lui demande, de réinventer un petit peu sa position, parce que ça ne fonctionne pas. On le voit beaucoup moins qu'on voit son compère Declan Rice, qui lui est toujours dans la lumière parce qu'il a une énorme activité et parce qu'il fait sur un terrain. Il a encore réussi de très belles interventions défensives et fait de très bons choix offensifs sur ce match-là, même si on a vu quand même moins de belles choses de la part de Declan Rice que dans d'autres rencontres cette saison. Odegaard, pour le coup, il a pris un peu de temps pour prendre la mesure de son adversaire, mais en seconde période, lorsqu'il a eu des joueurs qui faisaient des appels devant lui, il a été excellent pour les servir ou pour se libérer des zones de frappe. Il a failli marquer, en plus, hein, sur une frappe absolument magnifique, sortie du bout des doigts de la part d'Emiliano Martinez. Et franchement, je pense qu'Odegaard, ce soir, il peut rentrer, se regarder devant la glace et il n'a rien à se reprocher. C'est l'un des rares du côté des Gunners. Première défaite depuis le 31 août pour les Gunners. Ça fait mal, bien évidemment, ça fait mal au moral. On voit tous les adversaires remonter au classement. Aston Villa, avec cette victoire, revient à 3 points. Manchester City, Chelsea ont l'occasion de revenir à 2 ou 3 points respectivement aussi. Donc ça se resserre très clairement en tête de Première Ligue avant
pendant la période du Boxing Day avec les matchs qui s'enchaînent pendant les fêtes, c'est jamais une bonne chose. Arsenal a une chance dans ce «malheur» entre guillemets, c'est d'accueillir les Wolves le week-end prochain, le véritable paillasson de la Première Ligue cette saison avec seulement 2 points en 15 matchs. Les Wolves devraient normalement s'incliner pour le coup sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Je pense que ce sera un match plutôt facile pour Arsenal le week-end prochain. Avant cela, il y aura un déplacement chez le Club Brugge en Ligue des Champions, un déplacement à ne pas sous-estimer puisque le Club Brugge fait une belle campagne de LDC et même s'il y a eu une défaite 3-0 contre le Sporting, le match précédent, il faut le rappeler, ils avaient accroché le Barça. Donc attention, si Arsenal veut continuer son parcours parfait en Ligue des Champions, il faudra faire un gros match à Bruges avant de connaître une rencontre, je pense, quand même plus tranquille, tant l'équipe de Wolverhampton est en manque de confiance en Première Ligue le week-end prochain, de quoi s'assurer d'être toujours premier pour les Gunners à Noël. Le programme n'est pas trop difficile non plus pour Aston Villa, qui va pouvoir enchaîner sur sa série de 7 victoires consécutives en cours, avec un déplacement à Bâle en Europa League ce jeudi, un match à la portée des Villans, et ensuite le week-end prochain, c'est un nouveau match à la portée d'Aston Villa qui va se présenter devant eux, puisque c'est une rencontre à West Ham, un déplacement à Londres contre une équipe qui n'est pas en forme en Première Ligue. L'occasion peut-être d'enchaîner encore, ça fera 9 victoires en 9 matchs si ces deux rencontres de la semaine prochaine sont remportées par Aston Villa, et ça leur permettrait de se placer en clair candidat au titre en Première Ligue, puisqu'ils sont à 3 points d'Arsenal pour l'instant, et ils peuvent clairement tenir le rythme sur les prochaines rencontres. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Les fans d'Arsenal en commentaire, venez qu'on se console un petit peu de cette terrible clim qu'on a mangée. Les autres fans des autres clubs, moquez-vous de nous, évidemment. Tant que ça reste bon enfant, faites-le. Moquez-vous de moi, ça me dérange pas. J'ai déjà tous mes potes qui se sont moqués de moi dans tous les cas dès le coup de sifflet final. Donc j'ai déjà pris assez dans la tronche. Vous inquiétez pas. En tout cas, si ce débrief vous a plu, pensez à laisser un like. Pensez à vous abonner, à donner de la force à la chaîne, à commenter. Donnez-moi aussi votre homme du match parce que je trouve que c'est très indécis sur cette rencontre et ce sera très intéressant d'en débattre en commentaire. Pareil, dites-moi aussi ce que vous avez pensé d'Aston Villa. Si vous les pensez capables d'accrocher les places qualificatives pour la Ligue des Champions, voire mieux peut-être, hein, si vous les pensez capables de faire une vraie surprise. En tout cas, la troupe d'Unai Emery a complètement retourné sa saison en ayant très mal commencé et là est complètement en feu et cette victoire contre Arsenal le confirme. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief ou une nouvelle analyse sur la chaîne YouTube. Salut à tous, ciao.